Imagine, ton entreprise n'est plus une démocratie, mais un royaume où tu es un serf. Ça te choque ? C'est pourtant la triste réalité. Et si je te disais par contre que ton rôle de manager va être fondamental pour changer l'expérience vécue par les membres de ton équipe ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Une entreprise, c'est un duché dans un royaume qui est régi par différentes règles. Droit du travail, droit pénal, etc. etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et à l'intérieur de ce duché, il existe un nombre plus ou moins important de strates hiérarchiques remplis de serfs qui sont les employés. Et toi y compris, car nous sommes toujours au service de quelqu'un. Le mot serf peut te choquer, pourtant, un contrat de travail, ça matérialise le lien de subordination d'un individu à une entreprise. Cette entreprise devra verser en compensation une rémunération. Mais il faut bien comprendre aussi que celle-ci aura de facto un droit de vie ou mort sociale sur la personne. Avant de rentrer plus en détail et sur le comment toi tu vas pouvoir agir en tant que manager, je me présente rapidement. Je suis Laurent Bouguenec et ça fait plus de 10 ans que j'accompagne l'humain. Et plus particulièrement, j'accompagne les managers à devenir les managers humains et performants qu'ils rêveraient d'avoir. C'est pourquoi j'ai à cœur de te montrer que même dans ce système féodal, en tant que manager, tu vas faire toute la différence. Une entreprise est composée d'un rapport de force entre du capital financier et de la force de travail. D'un côté, les propriétaires de l'outil de travail, qui vont être les actionnaires par exemple, et de l'autre côté, les salariés. Et ce rapport de force, il est clairement disproportionné. Côté employé, pas de contrat de travail, pas d'emploi, pas d'emploi, pas de revenus, pas de revenus, pas de revenus. Alors que l'employeur trouvera lui toujours une personne qui acceptera de faire le job. Mais qu'est-ce qui fait que l'on va plus ou moins bien vivre son expérience au travail ? Tout va donc dépendre des duchesses, des marquis, des comtesses, des vicomtes, des barons et des baronnes qui vont être les différentes strates managériales de l'entreprise. Prenons un exemple simple pour illustrer. Prends le cas d'un manager ou d'une manageuse qui va avoir dans son échelle de valeur le respect de l'humain qui va être plus important que la recherche de la performance. Dans ce cas alors, tout ira bien. Dans les cas où un membre de l'équipe ne serait plus à niveau en termes de performance, eh bien, le manager ou la manageuse va, dans ce cas, accompagner la personne pour l'aider à retrouver ce niveau de performance. Elle va tout mettre en œuvre pour permettre à la personne de réussir à atteindre ce niveau. Et si la personne n'y arrive pas pour X ou Y raison, eh bien tout sera mis en œuvre pour accompagner le plus dignement la personne. La piste d'un repositionnement au sein de l'entreprise sera étudiée dans un poste qui sera plus en phase avec la personne et ses compétences et ce qu'elle est. Et si jamais ce n'est pas possible, eh bien tout sera mis en œuvre pour lui donner un maximum de chances pour après, lorsqu'elle va sortir de l'entreprise. Si tu prends maintenant la situation inverse, la situation d'un ou d'une manager, pour qui la performance sera plus important que le respect des individus. Là, tu te doutes bien que ça ne va pas être la même salade et la même ambiance au boulot. Plus on se situe haut dans la pyramide hiérarchique, plus on va avoir un impact sur l'ensemble des équipes en dessous. Tout simplement parce qu'on va être un bouclier par rapport à ce qui vient au-dessus. Et pour les personnes qui vont être en dessous dans la pyramide hiérarchique, eh bien, s'il y a d'autres managers, ils vont avoir aussi envie de copier quelque part ton mode de fonctionnement parce que s'ils ne le font pas, ils vont vite se sentir gênés aux entournures. Et ça veut dire pour eux sortir pour un autre poste parce que ça ne va pas leur convenir. C'est pour ça que tu peux avoir des situations où des fois un manager un peu éloigné de toi lorsque tu es dans une équipe change. Et quelques temps après, tu sens que toute la dynamique a changé. Eh bien, c'est parce qu'il y a cette espèce d'effet domino qui se met en place où tout le reste de la strate hiérarchique qui est en dessous va venir copier ce nouveau style qui va être plus ou moins adapté à un fonctionnement correct. Pour illustrer ça, je voudrais te partager une expérience que j'ai vécue personnellement. Dans le premier job où j'étais, je faisais de la saisie de virements vers l'étranger et de réception de virements de l'étranger. Et on était dans un process pourtant très balisé, où une personne faisait de la saisie, une personne faisait de la vérification. Mais je me suis planté, la personne qui m'a contrôlé s'est aussi plantée, et du coup on s'est retrouvé avec un mécompte de 20 000 €. Réaction de ma manageuse directe, que j'appelais affectueusement Madame Mangin, pour ceux qui se rappellent de Princesse Sarah. Ça mérite une sanction.
Heureusement, à l'époque, mon N+2, donc le chef de cette manageuse, lui était beaucoup plus orienté sur l'humain et sa réaction a été la suivante. On est dans une période très chargée, faire des boulettes, ça arrive, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ça se reproduise ? Et sans ce N+2, j'aurais peut-être pas passé 20 ans à travailler dans le monde bancaire du coup. Alors que faire si tu es un manager pour qui l'humain est une priorité ? Comment tu vas pouvoir l'incarner au quotidien ? Voici 7 pistes que je t'invite à explorer. Première piste, démocratiser la prise de décision. Tu es manager, ok, mais est-ce vraiment à toi de prendre toutes les décisions ? Est-ce que tout ou partie ne peuvent pas être pris avec l'équipe ? Quel est le mode de décision que tu appliques au sein de ton équipe au quotidien ? Est-ce que tu décides tout seul ? Est-ce que tu te bases sur une minorité de personnes ? Est-ce que tu fais de la consultation ? Est-ce que c'est une décision à la majorité, etc., etc. Par exemple, un nouveau projet arrive au sein de l'équipe. Est-ce que c'est à toi de décider qui va travailler dessus ? Ou est-ce que c'est une décision qui relève de l'équipe, ou c'est l'équipe qui collectivement va décider qui sera la bonne personne à mettre dessus ? Et pour ça, tu peux par exemple utiliser le consentement. La deuxième chose que tu peux faire, ça va être de redonner du sens au travail. À quoi sert chaque tâche ? Ont-elles une réelle utilité ? Dans un système qui morcelle le travail et qui transforme les métiers en compétences, il est parfois difficile de trouver du sens à ce que l'on fait. Et sans ce sens, la motivation ne sera pas au rendez-vous. Un exemple parmi tant d'autres, c'est de permettre aux membres de l'équipe d'aller rencontrer les personnes qui sont en amont des tâches qu'ils font et en aval des tâches qu'ils font. De créer ce lien, de comprendre en quoi le maillon de la chaîne qu'ils sont a son importance. Et que s'il y a un défaut, quelles conséquences ça va avoir. Troisième point, protéger le temps de travail. La personne et toi-même, lorsque tu as commencé à travailler dans cette entreprise, tu as signé un contrat de travail qui t'engage pour un certain nombre d'heures. Est-ce que tu t'attends lorsque tu vas chez le boucher, lorsque tu commandes un steak de 100 grammes, à avoir 120 grammes au même prix ? Bien sûr que non. Tu t'attends à avoir 100 grammes au prix qui est fixé. Point. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus être complètement rigide. Si tu es dans une activité qui nécessite de la souplesse, il est important d'avoir cette souplesse, mais dans les deux sens. C'est-à-dire permettre à des personnes de partir plus tôt, à certains moments, pour qu'elles puissent rester plus tard à d'autres lorsqu'il y aura des périodes de charge. Et il va être important pour toi de montrer l'exemple, que ce soit en termes d'horaire de présence ou que ce soit en termes de connexion en dehors du bureau. Tu peux par exemple instaurer la règle du zéro connexion le soir après une certaine heure, le week-end et pendant les vacances. Et tu verras que ça n'empêchera pas la boîte de tourner. Quatrième point, rééquilibrer les charges de travail. Chaque jour, les charges de travail peuvent varier fortement d'une personne à l'autre, donc autant essayer de la lisser pour que tout le monde puisse passer une bonne journée. Tu peux prendre par exemple un court temps quotidien le matin pour permettre à chacun d'échanger collectivement sur ce sujet de la charge de travail et de favoriser ainsi l'entraide. Cinquième point, défendre des augmentations et primes collectives. Les augmentations et les primes individuelles, ça favorise la compétition qui viennent détruire l'esprit d'équipe. Là où les augmentations et les primes de groupe favorisent la cohésion. Tu peux ainsi faire le choix de définir des objectifs au niveau de l'équipe. Chacun sera ainsi co-responsable de l'atteinte de ces objectifs et chacun touchera de façon égalitaire le fruit des efforts fournis. Sixième point, refuser la surveillance abusive. Si tu ne fais pas confiance aux membres de ton équipe, tu vas passer des heures carrées à les surveiller. Mais à surveiller quoi en vrai ? Leur présence ? Le fait que la personne tape sur son clavier ? Le fait que la personne aille sur Facebook ou sur YouTube ? Ou est-il finalement beaucoup plus sensé de faire confiance à la personne tout en lui donnant des objectifs raisonnables à atteindre ? Il va être plus intéressant de mettre en place des points individuels avec les différents membres de ton équipe, des points réguliers, qui vont te permettre de co-construire avec eux les objectifs qui vont faire du sens et qui seront bien adaptés, et de permettre comme ça, toi aussi régulièrement, de demander s'ils ont besoin d'aide, s'il y a quelque chose qui bloque dans l'atteinte de ces objectifs, sans pour autant être en train de contrôler tout derrière eux. Et t'inquiète pas, s'ils avancent pas, ça va se savoir, ça va se voir. T'as pas besoin de tableurs sans cesse sous les yeux pour pointer chaque chose. Le septième point que je te propose, c'est de faire preuve d'humilité et de reconnaître le savoir des différents membres de ton équipe. Tu as été nommé manager, tu n'as pas été nommé expert, donc les attentes sont à un autre niveau te concernant. Ce
qui ne doit pas t'empêcher quand même de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment fonctionnent les différentes tâches de ton équipe et d'être capable de parler avec ces experts. Mais c'est pas à toi de porter l'expertise au sein de ton équipe. Et concrètement, lorsqu'il va y avoir des réunions sur tel ou tel projet, c'est pas parce que tu es manager que c'est à toi d'y aller. C'est à la personne experte du sujet qui va être en capacité justement d'apporter des éléments de réponse parce que elle a la connaissance. Si le sujet du management te parle, que tu souhaites avoir d'autres conseils sur le management humain et performant, eh bien, like cette vidéo et pense à t'abonner à la chaîne. Si je récapitule, l'entreprise n'est pas une démocratie, mais plus proche d'un système féodal. Et donc, tout va dépendre des personnes qui vont être au pouvoir au niveau des différentes strates hiérarchiques. Et toi, en tant que manager, tu vas pouvoir agir pour justement avoir une influence positive sur les personnes que tu encadres. Et voici les 7 pistes que je t'invite à explorer. 1. Démocratiser la prise de décision. 2. Redonner du sens au travail. 3. Protéger le temps de travail de chacun, y compris le tien. 4. Rééquilibrer les charges de travail. 5. Défendre des augmentations et des primes collectives. 6. Refuser la surveillance abusive. Et 7. Faire preuve d'humilité et de reconnaissance du savoir et de l'expertise des membres de ton équipe. Et si tu as besoin d'un accompagnement, que ce soit pour te former au management ou être accompagné dans ton rôle de manager pour lequel tu es déjà formé, eh bien tu vas avoir les liens en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!